Elle avait 22 ans et avait été chassée avec une ruine. Elle n'avait pas de famille, pas de réelle perspective. Elle avait juste un titre de propriété pour un domaine si négligé qu'il était devenu une plaisanterie dans le comté. Avec cela, et une rente misérable, Jane Pike reçut le manoir de Greystoke, près de Holverton, dans le Cheshire. Mais ce que le duc qui l'avait renvoyé ignorait, c'est qu'un héritage d'espoir était scellé dans les murs de la bibliothèque en ruine. Un héritage laissé par une autre femme. Un secret qui permettrait à Jane de construire une vie sur les pierres de l'abandon. Installez-vous confortablement. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire aujourd'hui. Le monde de Jane Pike avait été bâti sur les solides compétences de son père. John Pike avait été l'intendant du vieux duc de Cheshire pendant 30 ans. C'était un homme dont la connaissance du vaste domaine était intime et complète. Comme celle d'un érudit pour un texte qu'il chérit. Il comprenait le langage de la terre, la grammaire de l'eau, et la syntaxe lente et patiente de la pierre et du bois. Il était arrivé jeune homme, avec pour seul bien une lettre de recommandation et des outils d'arpenteur. Il s'était rendu indispensable par sa diligence sans faille. Sa femme, Mary, était morte en donnant naissance à Jane. C'était un chagrin qui s'était gravé dans les rides autour de ses yeux. Mais il n'avait jamais aigri son caractère. Il a élevé sa fille lui-même, avec l'aide de gouvernantes qui se succédaient. Aucune ne comprenait vraiment le monde calme et autonome que le père et la fille avaient construit ensemble. Au lieu de lui apprendre la broderie et l'aquarelle, John Pike a appris à Jane à lire une carte. Il lui a montré comment tester le pH du sol avec du papier tournesol, et comment distinguer le bon mortier du mauvais par sa couleur et sa texture. Elle parcourait les champs avec lui, dès qu'elle fut assez grande pour le suivre. Sa petite main dans la sienne, elle l'écoutait expliquer les principes de la rotation des cultures, la nécessité de creuser des fossés et de drainer les pâturages bas, et l'art de gérer les forêts pour un rendement durable en bois. Il ne parlait pas de la terre comme d'une marchandise, mais comme d'une entité vivante qui exigeait respect et compréhension. « Écoute-la, Jane », disait-il en tapant la terre du talon de sa botte. « Elle te dira ce dont elle a besoin. » Il lui donnait des leçons de comptabilité à son lourd bureau en chêne. L'air de son bureau était épais de l'odeur de l'encre et du papier qui séchait. Elle a appris à tenir les registres, à calculer les rendements, et à comprendre le réseau complexe des baux, des loyers et des obligations qui maintenaient le domaine. Il ne la traitait pas comme une jeune fille à protéger, mais comme une apprentie à former. Son plus beau cadeau pour son 16e anniversaire ne fut pas un bijou. C'était une boussole de poche. Son boîtier était en laiton lourd et poli. Son aiguille, un éclat d'acier bleu magnétisé, dansait avec une précision nerveuse avant de se fixer sur le nord. C'était l'instrument d'un navigateur. Un outil pour trouver son chemin quand tous les repères sont perdus. C'était sa façon de lui dire qu'il lui faisait confiance pour trouver sa propre direction. Quand John Pike mourut subitement d'une fièvre pulmonaire, durant l'hiver humide de sa 22e année, le monde que Jane connaissait s'effondra. Le vieux duc était décédé 2 ans plus tôt. Le titre était revenu à un lointain cousin vivant à Londres. Ce dernier considérait le domaine du Cheshire comme une simple source de revenus, et un lieu pour des parties de chasse occasionnelles. Ce nouveau duc n'avait aucun attachement sentimental pour les gens qui le servaient. Il voyait la mort de John Pike comme un inconvénient administratif, et sa fille comme une affaire à régler. Jane était une femme célibataire, sans famille pour l'accueillir. Elle était le souvenir persistant d'une manière plus ancienne et plus personnelle de gérer les choses. Une manière que le nouveau duc et sa sensibilité moderne trouvaient inefficace et désordonnée. La fin de sa vie au domaine ducal n'est pas arrivée avec un cri, mais avec le bruissement sec du papier. Une semaine après l'enterrement de son père dans le petit cimetière de Saint-Gilles, une lettre arriva. Elle l'a convoqué au bureau du domaine. Ce n'était plus le bureau de son père, rempli de l'odeur familière de son tabac à pipe et du désordre confortable de son travail. Il avait été vidé, repeint d'une couleur crème stérile. Il abritait maintenant l'avoué du duc, un certain Monsieur Finch. C'était un homme mince et pâle de Londres, avec des lunettes qui semblaient amplifier son manque de sensibilité. Il ne se leva pas quand elle entra. Il lui désigna une chaise à dossier droit en face de son bureau. Un vaste bureau en acajou poli les séparait comme un banc de tribunal. Il parlait d'un ton monotone, ses mots précis et dépourvus de toute chaleur. Il présenta les condoléances du duc pour le décès de son père. C'était une phrase convenue qui semblait mémorisée d'un livre d'étiquette. Puis il en vint au sujet principal. Sa grâce, le duc,
commença M. Finch, est conscient des longs services de votre père. Il est également conscient de votre position délicate. Il fit glisser une liasse de documents sur le bureau. Comme vous le savez, le cottage que vous occupez est lié au poste d'intendant. Ce poste est maintenant vacant. Il sera occupé par un nouveau titulaire avec sa propre famille. Il est donc nécessaire que vous quittiez les lieux. Jane ne dit rien. Elle savait que cela allait arriver. Elle se contenta de le regarder, les mains jointes sur ses genoux, l'expression calme. Son immobilité sembla le déconcerter légèrement. Cependant, il poursuivit en s'éclaircissant la gorge. « Sa grâce ne souhaite pas vous voir partir sans rien. Il m'a chargé de prendre une disposition, un geste de son estime pour votre défunt père. » Il poussa les documents vers elle. « Ceci est un acte de donation. Sa grâce vous cède à perpétuité, la propriété connue sous le nom de manoir de Greystoke, ainsi que les 300 acres restants. » Il marqua une pause, comme s'il attendait une manifestation de gratitude. Greystoke. Le nom était une plaisanterie dans la région. C'était un petit manoir jacobéen, isolé de tout, laissé à l'abandon depuis des décennies. Le dernier fermier l'avait abandonné il y a 11 ans. Il avait été vaincu par le toit qui fuyait, les champs inondés et l'humidité écrasante. Il était considéré comme sans valeur, un fardeau pour les finances du domaine. Le lui donner était un acte de générosité publique. Mais en réalité, c'était une façon habile de lui refiler un fardeau. De plus, ajouta M. Finch, sa grâce vous a accordé une petite rente de 20 livres par an, payable trimestriellement. C'était juste assez d'argent pour l'empêcher d'être déclarée indigente, mais loin d'être suffisant pour vivre, et encore moins pour réparer une ruine. C'était un renvoi déguisé en charité. Jane prit la plume. Elle lut le document avec la même attention que son père lui avait apprise pour tout contrat. Elle nota les clauses, les limites du terrain clairement indiquées sur la carte jointe, le caractère définitif du transfert. C'était une expulsion, mais c'était aussi un titre de propriété. Un endroit à elle. Elle signa de son nom. Jane Elizabeth Pike, d'une main claire et assurée. Elle prit la lourde clé en fer que M. Finch poussa sur le bureau. « Merci, dit-elle d'une voix égale. Veuillez transmettre ma gratitude à sa grâce. » Elle se leva, fit un léger signe de tête et sortit du bureau. Elle laissa M. Finch la regarder partir, une lueur d'incrédulité dans ses yeux froids. Il s'était attendu à des larmes ou à des supplications. Il ne s'était pas attendu à de la dignité. Le voyage jusqu'à Greystoke était un pèlerinage de près de 5 kilomètres, mais il ressemblait à un passage vers un autre pays. Jane ne loua pas de charrette. Le coût était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et plus que cela, elle ressentait le besoin impérieux de faire cette transition par ses propres moyens. Elle chargea sa vie dans une petite charrette à bras à 2 roues qu'elle avait trouvée dans la remise de son père. Il n'y avait pas grand-chose à déménager. Une petite malle contenait les quelques robes de sa mère et les siennes. Une caisse renfermait les livres de son père sur l'agriculture et l'arpentage. Il y avait aussi un sac avec des produits de cuisine essentiels, farine, sel, thé, et sa literie, bien enroulée dans une toile cirée. Au-dessous, nichée dans une couverture, se trouvait la boîte en bois contenant les outils de son père, sa chaîne d'arpenteur, son fil à plomb, ses instruments de dessin, et la boussole au boîtier de laiton. Elle partit à l'aube. Le ciel du Cheshire était d'un gris perle uniforme. L'air était frais et sentait les feuilles mouillées. On percevait aussi la faible odeur de fumée de charbon des cottages lointains. Le premier kilomètre et demi de son voyage traversait le cœur soigné du domaine ducal. Le chemin était bien entretenu, la haie soigneusement taillée. Les grands chênes se dressaient comme des sentinelles dans le parc vallonné. Ici, chaque vue était composée. Chaque arbre et chaque mur de pierre témoignait de générations de gestion attentive. C'était le monde dont son père s'était occupé. Le quitter était comme une douleur physique. Mais lorsqu'elle passa la porte ouest et s'engagea sur la route publique menant à Olverton, le paysage commença à changer. Le chemin se rétrécit et la surface se dégrada en une terre pleine d'ornières. La haie était devenue sauvage, enchevêtrée de ronces et de clématites. C'était une terre moins soignée, une terre qui appartenait à des fermiers ou à de plus petits propriétaires. Elle tirait la charrette d'un pas régulier. Ses bras et son dos commencèrent à lui faire mal à cause de l'effort inhabituel. Mais elle trouva un rythme dans ce travail, une satisfaction sombre dans le mouvement vers l'avant. Elle ne fuyait pas, elle avançait vers quelque chose.
Avec l'œil exercé de son père, elle observait tout. Elle voyait des champs où le drainage était défaillant, l'eau s'accumulant dans les creux. C'était le signe de ponceaux bouchés ou de fossés négligés. Elle voyait des clôtures réparées avec du fil de fer et de l'espoir, et des portails qui s'affaissaient sur leurs poteaux. Elle remarqua le changement du sol. Du riche limon de la ferme du Duc à une argile plus lourde et plus humide à mesure qu'elle approchait de Greystoke. En étudiant les cartes de son père, elle savait que cette terre était historiquement marécageuse. Elle n'était domptée que par un système complexe de canaux de drainage médiévaux. Des canaux qui exigeaient un entretien constant. Après 2 heures de marche, elle quitta le chemin principal pour une piste encore plus petite, à peine plus que 2 ornières dans l'herbe. Un panneau indicateur usé par le temps, dont les lettres étaient presque effacées par des années de vent et de pluie, indiquait la direction. Manoir de Greystoke. L'air ici semblait différent, plus calme et plus lourd. Les arbres, principalement des aulnes et des saules qui prospèrent en sol humide, se resserraient sur le chemin. Un silence profond s'installa. Il n'était rompu que par le croassement d'un corbeau lointain et le grincement de l'essieu de la charrette. L'approche finale se faisait par une légère montée, et lorsqu'elle atteignit le sommet, elle vit la maison pour la première fois. Elle se découpait sur le ciel gris, une longue forme sombre de pierre et d'ardoise, flanquée d'arbres squelettiques. Elle n'était pas grandiose, mais elle avait une solidité têtue et provocante. Elle ressemblait moins à une maison qu'à une formation géologique. Quelque chose qui avait poussé de la terre et que la terre reprenait lentement. Jane s'arrêta, respirant lourdement. Elle posa les poignées de la charrette, les jointures blanches. Elle avait froid, elle était fatiguée et complètement seule. Elle sortit la boussole de sa poche. L'aiguille bleue trembla, puis se stabilisa, pointant vers le nord. Elle avait retrouvé ses repères. Elle reprit les poignées et se dirigea vers le portail. Les portes du manoir de Greystoke étaient en fer forgé. Leur délicate volute était étouffée par la rouille et le lierre. L'une d'elles était tombée de sa charnière supérieure. Elle s'appuyait de travers contre le pilier de pierre. Cela laissait un espace juste assez grand pour qu'elle et sa charrette puissent passer. L'allée au-delà n'était qu'un fantôme. Sa surface de gravier d'origine était presque entièrement recouverte par un tapis de mauvaises herbes, de mousse et de jeunes arbres tenaces. Alors que Jane avançait vers la maison, ses bottes s'enfonçant dans la terre molle et humide, l'ampleur de l'abandon devint évidente. La maison était construite en grès gris local. Le temps l'avait transformée en une mosaïque de taches sombres, presque noires, là où l'humidité s'était installée, et de plaques plus claires de lichen vert argenté. C'était une longue structure de 2 étages de style jacobéen. Elle avait des fenêtres à meneaux de pierre et de hautes cheminées ornées. De nombreux carreaux de verre au plomb des fenêtres étaient brisés. Les espaces vides étaient bouchés avec des journaux jaunis ou des chiffons. Cela donnait à la façade l'aspect d'un visage aveugle et meurtri. Pourtant, sous la décrépitude, la maison avait ce que son père aurait appelé une bonne ossature. La maçonnerie était droite, la ligne du toit, bien qu'affaissée à un endroit, était en grande partie rectiligne, et les fondations semblaient solides. Jane fit d'abord le tour de la maison. Son œil exercé évaluait la structure. Elle remarqua les gouttières bouchées par une masse solide de feuilles et de débris. L'eau de pluie était forcée de cascader le long des murs. Elle vit où le jointoiement avait cédé entre les pierres, créant des passages pour que l'humidité pénètre profondément dans la structure. Le toit d'ardoise, une belle et lourde ardoise galloise, avait perdu des dizaines de tuiles. Les poutres sous-jacentes étaient exposées aux éléments. C'était une litanie de défaillances, chacune aggravant la suivante. Avec la grande clé en fer, elle ouvrit la porte d'entrée. Elle s'ouvrit en grinçant sur ses gonds, libérant une vague d'air froid et moisi. Un air qui sentait la décomposition, le plâtre humide et la faible odeur animale des souris. Les halls d'entrée étaient caverneux et sombres. Une pellicule de poussière grise et de saleté recouvrait chaque surface. Un grand escalier en chêne sombre montait dans la pénombre. Sa rampe était épaisse de toiles d'araignée. De l'eau avait coulé du plafond, tachant le plâtre d'un brun maladif. Une partie du plafond s'était effondrée, laissant un tas de débris sur le sol en dalles de pierre. Elle passa de pièce en pièce au rez-de-chaussée. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant. Le salon, avec ses hautes fenêtres donnant sur ce qui avait été un jardin, était une ruine. Le papier peint se décollait et le plancher était pourri près des fenêtres.
La salle à manger n'était guère mieux. Mais à l'arrière de la maison, elle trouva la bibliothèque. C'était une pièce longue et étroite, bordée du sol au plafond d'étagères en chêne vide. Une grande cheminée en pierre dominait un mur. Ici, les dégâts étaient moins importants. Le toit au-dessus de cette section semblait plus intact. Le plancher était poussiéreux mais solide sous ses pieds. L'une des grandes fenêtres était condamnée par des planches. Mais l'autre, bien que sale, était intacte. C'est là qu'elle décida d'installer son campement. Elle déroula sa literie dans un coin. Elle alluma un petit feu prudent dans l'immense âtre, avec des brindilles ramassées dehors. Et elle mit une bouilloire à chauffer. Alors que la lumière déclinait, elle s'assit sur son couchage. Elle sirotait un thé chaud dans une tasse en fer blanc. La lueur du feu repoussait les ombres. La maison gémissait et s'affaissait autour d'elle. Le vent sifflait à travers les carreaux brisés. C'était un lieu de perte et d'abandon profond. Mais en regardant les solides étagères en chêne et les lignes bien proportionnées de la pièce, elle ne ressentit pas de désespoir. Elle sentit une lueur de possibilité. Son père avait toujours dit que la bibliothèque était le cœur d'un domaine bien géré, le lieu où le savoir était stocké et où les plans étaient faits. Cette pièce semblait différente des autres, mieux préservée, comme si elle avait attendu. La première semaine, la vie de Jane suivit un rythme simple et brutal de survie. Elle passait ses journées à rendre la bibliothèque habitable, et ses nuits blotties près du feu, à écouter les bruits inconnus de la vieille maison. La rente suffisait juste pour les fournitures de base. Elle les achetait lors d'une marche hebdomadaire jusqu'à Olverton. Avoine, farine, bougies et huile de lampe. Elle travaillait avec une intensité concentrée. Elle était animée par un besoin profond d'imposer de l'ordre dans le chaos. Elle balaya des années de poussière et de débris. Elle frotta le plancher avec une brosse dure et du savon de soude jusqu'à ce que l'odeur propre du chêne l'emporte sur celle du moisi. Et elle nettoya méticuleusement la seule fenêtre intacte, laissant la précieuse lumière du jour inonder la pièce. C'est en nettoyant les étagères de la bibliothèque qu'elle remarqua pour la première fois l'anomalie. Les étagères formaient un tout, du chêne sombre et lourd, assemblé par des experts, couvrant 3 des 4 murs. Mais sur le mur à gauche de la cheminée, une section d'environ 2 mètres de large semblait différente. Le bois était d'une couleur légèrement plus claire. Le style des sculptures sur les montants verticaux était subtilement plus simple que le reste. Quand elle passa la main dessus, elle le sentit plus lisse, moins usé. Son père lui avait appris à être observatrice, à remarquer le petit détail qui n'était pas à sa place. Elle tapota le panneau de bois derrière les étagères. À la plupart des endroits, cela produisait un bruit sourd et plein. Mais derrière cette section, le son était différent, un écho creux et résonnant. Sa curiosité fut piquée au vif. Elle alla chercher un pied de biche dans la remise délabrée qu'elle avait découverte derrière la maison. Soigneusement, pour ne pas endommager le bois plus que nécessaire, elle commença à soulever l'étagère du mur. Elle se détacha avec un gémissement de vieux clous. Elle ne révéla pas le latis et le plâtre attendu, mais un solide panneau de chêne encastré dans le mur. Et derrière cela, quand elle inséra le pied de biche dans une jointure et fit levier, elle trouva les briques. Une section du mur de la taille d'une porte avait été murée. Le mortier était vieux, mais fait par un professionnel. Il était clairement destiné à être un sceau permanent. Un frisson, un mélange de peur et d'excitation, la parcourut. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré. Pendant 2 jours, elle travailla avec un marteau et un burin qu'elle avait trouvés. Elle ébréchait patiemment le mortier, les bras endoloris, les mains à vif. Les briques se détachèrent une par une, remplissant la pièce de l'odeur crayeuse de la poussière. Finalement, elle avait fait une ouverture assez grande pour se faufiler. Tenant une bougie allumée, elle rampa dans l'obscurité. Elle se retrouva dans une petite pièce au mur de pierre, pas plus grande qu'un placard. Elle était parfaitement sèche et calme. L'air était froid, mais pur. Au centre de la pièce se trouvait un petit bureau simple et une seule chaise. Sur le bureau, il y avait un registre relié en cuir et une boîte à documents en fer blanc noir. Sa surface était couverte d'une fine couche de poussière. La clé était dans la serrure. D'une main tremblante, elle la tourna. La boîte s'ouvrit sur une vision qui lui coupa le souffle. Elle était remplie de petits sacs en toile, noués au col par une ficelle. Elle en ouvrit un. À l'intérieur, brillant à la lueur de la bougie, se trouvaient des souverains en or. Elle les compta, le cœur battant. Il y en avait 50 rien que dans ce sac. Elle en ouvrit un autre, puis un autre. En tout,
il y avait 10 sacs, 500 souverains en or. Sous eux se trouvait un petit médaillon en argent sur une chaîne délicate et une lettre pliée. Son papier était jauni par le temps, scellé à la cire. Elle brisa le sceau et lut l'élégante écriture fine. À quiconque trouvera ce lieu. Mon nom est Eleanor Vance. J'ai été la maîtresse du manoir de Greystoke pendant 40 ans. Depuis que mon mari, le capitaine Thomas Vance, est tombé à Waterloo en 1815. Je n'ai pas d'enfant, et la famille de mon mari est composée de vautours qui voudraient me voir sans le sou. Pendant 20 ans, j'ai géré ce domaine seul, et j'ai économisé ce que j'ai pu. Je l'ai caché à leurs yeux avides. Cette pièce était le bureau de mon mari. Je l'ai scellé pour protéger ce qui est légitimement à moi, et maintenant légitimement à vous. Il y a 500 souverains ici, et le registre du domaine de mon époque. Utilisez-le pour prendre soin de cette maison. Elle a été un bon et fidèle abri pour moi. Je prie pour qu'il en soit de même pour vous. Puissiez-vous trouver la paix ici. Jane s'assit sur ses talons dans l'obscurité poussiéreuse, la lettre à la main. Elle n'était pas seule. Une autre femme, un siècle avant elle, avait fait face à la dépossession. Et elle s'était battue avec patience, intelligence et prévoyance. Eleanor Vance n'avait pas seulement laissé de l'argent. Elle avait laissé un héritage, un plan, une lueur d'espoir, scellée dans la pierre, attendant quelqu'un d'assez malin pour la trouver. Les 500 souverains semblaient être un dépôt sacré, pas une aubaine. Jane savait que la somme, bien que considérable, pouvait être rapidement gaspillée en futilité. La lettre d'Eleanor Vance lui avait donné un but, prendre soin de la maison. Et son père lui avait donné les connaissances pour le faire sagement. Elle ne se précipita pas à Wolverton pour annoncer sa fortune. Elle continua sa vie modeste. Mais maintenant, elle avait un trésor de guerre. Sa première priorité était le toit. Une maison, disait toujours son père, ne vaut que par le toit qui la garde au sec. Elle se rendit en ville et chercha M. Thomas Gable. C'était un maçon et couvreur récemment retraité. Mais il était connu dans tout le comté pour son talent. C'était un homme à la fin de la soixantaine. Il avait des mains comme des racines de chêne noueuses, et des yeux qui avaient vu toute une vie d'intempéries. Il l'écouta dans son petit cottage, l'air sceptique. Une jeune femme seule lui décrivait les travaux nécessaires au manoir abandonné. « C'est une folle entreprise, mademoiselle, » dit-il sans détour. « Cet endroit est sur le point de s'effondrer. » Jane ne discuta pas. Elle déroula simplement un dessin qu'elle avait fait sur une feuille de papier. C'était un schéma de la structure du toit. Les sections endommagées étaient clairement indiquées. Il y avait des notes sur la pente et des calculs pour le nombre de nouvelles ardoises nécessaires. M. Gable regarda le dessin, puis la regarda elle. Son scepticisme se transforma lentement en respect. « Vous connaissez votre affaire, » concéda-t-il. Elle lui offrit un salaire équitable, payé chaque semaine à l'avance. Il accepta de commencer le lundi suivant. Il amènerait son fils Arthur, un charpentier dont les compétences seraient nécessaires pour remplacer les poutres de soutien pourries. L'arrivée des Gable marqua un tournant. Le silence de Greystoke fut rompu par le martèlement rythmé des marteaux et le raclement des truelles. Thomas Gable était un professeur patient. Il montra à Jane comment mélanger le mortier de chaux à la consistance parfaite et comment poser les lourdes ardoises galloises en rangées superposées, en fixant chacune avec un clou de cuivre. Elle travaillait à leur côté, non pas comme une maîtresse dirigeant des serviteurs, mais comme une collègue ouvrière. Ses mains devinrent calleuses, son visage maculé de crasse. Arthur Gable, un homme tranquille d'une trentaine d'années, commença méthodiquement à réparer les cadres des fenêtres. Il découpait soigneusement le bois pourri et y insérait de nouvelles sections de chêne sec. La nouvelle des travaux à Greystoke se répandit dans Wolverton. Madame Davies, la femme du boulanger, une femme au grand cœur et à la curiosité insatiable, commença à faire un voyage hebdomadaire. Elle apportait un pain frais et les derniers potins locaux. Elle ne voyait pas Jane comme le cas de charité pitoyable du duc, mais comme une jeune femme travailleuse et déterminée. Grâce à Madame Davies, Jane trouva d'autres personnes. Elle fut présentée à M. Hemlock, un pépiniériste dont la famille travaillait dans les jardins du Cheshire depuis 200 ans. Il vint inspecter le jardin clos, envahi par la végétation. C'était une jungle d'un acre de ronces et de mauvaises herbes. Avec l'œil averti d'un historien, il identifia les formes noueuses et négligées de vieux arbres fruitiers, des poiriers, des pommiers et des pruniers. Leurs variétés étaient passées de mode depuis longtemps, mais elles étaient prisées pour leur robustesse.
Ce sont des trésors, mademoiselle Pike, dit-il, la voix pleine de respect. Avec une bonne taille, ils porteront à nouveau des fruits. Il accepta de l'aider à défricher le jardin et à restaurer les parterres. Il prit son paiement en bouture des vieux arbres. Lentement, une communauté commença à se former autour du travail commun de restauration. C'était une communauté bâtie non pas sur des mots d'amitié, mais sur la base solide du respect mutuel pour l'artisanat, pour un travail bien fait. Chaque ardoise réparée, chaque nouveau carreau de fenêtre, chaque parterre de jardin défriché, était une petite victoire contre la décrépitude. Un témoignage de la vie qui revenait au manoir de Greystoke. Au fil des saisons, le manoir de Greystoke recommença à respirer. Le toit était maintenant une étendue solide et ininterrompue d'ardoises grises. Il protégeait de la pluie du Cheshire avec une efficacité silencieuse. Les fenêtres, dont les vitres avaient été changées, et les cadres repeints, regardaient le monde avec des yeux clairs. À l'intérieur, l'humidité se retirait lentement. L'odeur de moisi était remplacée par l'arôme propre du plâtre à la chaux et de la cire d'abeille. Jane était devenue une figure familière à Olverton. Elle n'était plus la fille étrange vivant dans la ruine, mais Mademoiselle Pike de Greystoke. Les commerçants la saluaient par son nom. Les fermiers soulevaient leurs chapeaux quand elle passait sur le chemin. Sa détermination tranquille et sa compétence évidente lui avaient valu un respect que le titre du duc n'aurait jamais pu lui conférer. Elle vivait simplement. Ses journées étaient rythmées par les tâches à accomplir. La rente couvrait ses besoins personnels, tandis que les souverains d'Eleanor Vance étaient soigneusement alloués à la restauration de la maison. Chaque dépense était consignée dans un nouveau registre, mais son plus grand outil était celui qu'Eleanor avait laissé à côté de l'or, le vieux registre du domaine. C'était un chef-d'œuvre de tenue de registre méticuleuse. Eleanor avait cartographié chaque champ, noté la composition du sol et enregistré les rendements des cultures pendant 2 décennies. Plus important encore, elle avait détaillé un système complet de drains que son mari avait installé. Des canaux et des ponceaux, qui étaient depuis longtemps bouchés et oubliés. Une section des terres de Greystoke, une parcelle de 50 acres connue sous le nom de prairie humide, avait été classée par le domaine du duc comme un marécage inutile. Pendant des années, ce fut un marais détrempé. Bon, tout au plus pour la chasse à la bécassine. Mais les cartes d'Eleanor le montraient comme le pâturage le plus fertile du domaine. Il était maintenu au sec par un réseau de ponceaux en pierre qui détournait l'eau d'une source voisine. Armée de cette connaissance, Jane engagea une équipe d'ouvriers locaux. Pendant 1 mois, ils creusèrent, dégageant des décennies de limons et de racines des anciens canaux. Le jour où ils dégagèrent le dernier blocage, il y eut un grand gargouillis. L'eau accumulée retrouva son ancien cours. Et en 1 semaine, la surface de la prairie commença à sécher. Au printemps suivant, elle était couverte d'une croissance luxuriante de trèfles et de raies grasses. Elle loua le pâturage nouvellement récupéré à un fermier laitier local, M. Prescott, pour une somme coquette. Le contrat, qu'elle rédigea elle-même en se basant sur des modèles des livres de son père, lui fournit son premier revenu récurrent indépendant. Le nouvel intendant du duc, un homme brusque et méprisant qui avait remplacé le cabinet de M. Finch, fut étonné et humilié. Il avait évalué la terre comme sans valeur. Jane Pike, avec ses connaissances héritées et son travail discret, lui avait prouvé qu'il avait tort. De petits rituels commencèrent à ancrer sa nouvelle vie. Chaque vendredi après-midi, Thomas et Arthur Gable la rejoignaient dans la cuisine désormais habitable pour le thé et les scones. Ils étalaient des plans sur la table en pain décapé pour discuter de la prochaine phase des travaux. La livraison hebdomadaire de pain de Madame Davies devint un événement social précieux. Et le soir, Jane s'asseyait dans la bibliothèque, le feu crépitant. Elle étudiait le registre d'Eleanor, ressentant un lien profond avec la femme qui avait foulé ces mêmes planchers 1 siècle avant elle. La maison n'était plus un fardeau ou une ruine. C'était un foyer, un gagne-pain et un témoignage. Un soir d'octobre vif, avec l'odeur de la fumée de bois flottant dans l'air, Jane était assise dans la bibliothèque restaurée. Un feu de chêne bien sec, récolté sur un arbre tombé sur ses propres terres, brûlait vivement dans l'âtre. Ses flammes se reflétaient sur le plancher poli. La pièce était terminée. Les étagères étaient remplies des livres de son père et de quelques-uns qu'elle avait achetés elle-même à Olverton. Les murs étaient d'un badigeon de chaux crème et chaud, et d'épais rideaux de laine, qu'elle avait cousus elle-même, étaient tirés contre la nuit.
L'espace n'était plus une coquille froide et poussiéreuse. Il était chaleureux, vivant et rempli d'une paix profonde et résonnante. Elle se leva et se dirigea vers le manteau de la cheminée. C'était une lourde poutre de chêne qu'Arthur Gable avait récupérée d'une grange effondrée. À une extrémité du manteau, elle plaça la boussole en laiton de son père. Sa surface polie brillait à la lueur du feu, l'aiguille solidement au repos. C'était l'outil qui lui avait appris à trouver son chemin, un symbole de l'amour pratique de son père et de sa foi en sa capacité à naviguer dans le monde. D'une petite boîte en bois sur le bureau, elle prit le médaillon en argent d'Eleanor Vance. Il était simple, sans ornement et froid au toucher. Elle ne l'avait jamais ouvert, sentant que son contenu était un souvenir privé appartenant à sa propriétaire d'origine. Elle plaça le médaillon à l'autre extrémité du manteau de la cheminée. Les deux objets, l'un en laiton, l'autre en argent, se tenaient compagnie en silence. Ils représentaient les deux personnes qui avaient assuré son avenir. Son père, John Pike, qu'elle avait aimé et perdu, et Eleanor Vance, une inconnue qu'elle ne connaîtrait jamais, mais envers qui elle avait une dette impayable. Ils étaient son véritable héritage. Elle pensa au duc dans sa maison de ville à Londres. Il n'avait probablement plus jamais pensé à Greystoke ou à son habitante gênante, après avoir signé l'acte. Il avait voulu la rejeter, la condamner à une vie de pauvreté distinguée dans une prison de pierre en ruine. Il lui avait donné ce qu'il croyait sans valeur. Un dernier geste méprisant pour clore un vieux conte. Il n'aurait jamais pu imaginer que dans son insouciance, il lui avait tout donné. Un foyer, un but, une communauté, et un lien avec un passé qui nourrissait son présent. Il avait eu l'intention de lui donner une fin, mais il lui avait donné un commencement. Jane Pike avait 22 ans, et on lui avait donné une ruine pour se débarrasser d'elle. Le duc pensait lui donner une tombe, un endroit où ses perspectives iraient mourir. Il avait tort. Il lui avait donné les clés de sa propre vie. Elle avait trouvé de la valeur là où d'autres ne voyaient que la décrépitude. Et de la force là où il s'attendait à de la faiblesse. L'histoire de Greystoke nous rappelle que les choses dont nous héritons, que ce soit la terre, des objets ou les leçons discrètes d'un être cher, détiennent un pouvoir qui n'est pas toujours visible en surface. Nous espérons que son histoire vous a apporté un peu de paix aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un pour qui elle pourrait avoir du sens. Et nous vous laissons avec cette pensée. Quelle chose négligée ou oubliée dans votre propre vie pourrait détenir la clé d'un nouveau